Le chef de l'État est attendu au Parlement demain. Patrice Talon prononce ce vendredi son discours sur l'état de la nation. Nous verrons ce que peut en attendre les Béninois. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, elle, a acté récemment le départ des pays de l'AES de l'institution, instaurant un délai de transition de 6 mois, un départ avec ceci, on en parle. On en débat sur Actu et Débat de ce jeudi. Amis auditeurs, bonsoir. En studio, Arémi Choubadé, journaliste. Arémi, bonsoir. Oui, bonsoir Bill, journaliste à la retraite. Non Journaliste à la retraite, oui, mais toujours actif. Non, je ne suis pas mort. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc ne me mettez pas dans les rangs de journalistes qui sont là à la recherche de secours. Vous n'êtes plus dans l'action, mais vous n'êtes pas à la retraite. Non, je ne suis pas mort. Donc je fais des réflexions. Voilà, je suis, parce que c'est une déformation, donc je suis l'actualité comme tout le monde. Et je m'investis à rechercher l'information, à la recouper, mais ce n'est pas pour le compte d'un organe de presse. C'est pour votre propre compte, votre propre gouvernement. Vous avez dit ici qu'il a fini tous les combats. Et donc on est à l'aise pour dire ce qu'on veut, à qui on veut. Voilà. Vous êtes avec Distel Amosso dans ce studio, Distel Amosso, consultant média. Distel, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de Actu et Débat. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir Presbyla Itili, bonsoir Rémi. Je le disais en entrée, une tradition républicaine, Patrice Talon, devant les députés demain vendredi 20 décembre au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le chef de l'État va prononcer son traditionnel discours à la nation. Une occasion, Distel Amosso, pour le chef de l'État de faire le point sur la situation actuelle du pays et bien évidemment d'évaluer les réalisations de son gouvernement. En effet, c'est une activité constitutionnelle et le chef de l'État, le président Patrice Talon, et c'est toujours conformé à cet exercice rigoureusement et dans le bon timing. Alors, de quoi est-ce qu'il va parler aux Béninois à travers la représentation nationale demain? Je ne suis pas un spécialiste de la lecture de la boule de cristal. Mais vous êtes néanmoins un acteur, un observateur de la vie politique. Je peux plutôt surfer sur les attentes des populations et dire que certainement, mais très certainement, le chef de l'État fera le point des différentes réformes engagées ça et là dans tous les secteurs vitaux de notre pays. Et il nous présentera certainement d'où nous venons, où est-ce que nous sommes aujourd'hui et vers où allons-nous. Il nous dira certainement l'impact de ces réformes-là sur le quotidien des Béninois. Et puis, il va nous projeter dans le futur, notamment dans le Bénin que nous entendons laisser à la progéniture. Il va nous dire certainement la douleur et la souffrance des Béninois face au changement de nos automatismes, de nos habitudes. Mais il nous dira certainement également les dispositions qui sont prises pour que d'ici à là, nous puissions, en plus des acquis perceptibles de ces différentes réformes, nous puissions avoir de l'espoir pour le futur d'avoir de Béninois, de jeunes Béninois bien formés au plan technique et professionnel, d'avoir un plateau technique au niveau de la santé bien fourni, d'avoir au niveau de l'éducation des enseignants, mais des enseignants bien formés pour garantir, n'est-ce pas, une éducation aux normes à nos enfants de demain. Il nous dira également ses efforts, les efforts de son gouvernement au plan social pour que nous puissions continuer d'observer les bonnes attitudes pour que nous ne continuions pas à vendre, n'est-ce pas, notre arachide et l'huile brute à l'extérieur pour commencer par crier la cherté du litre d'huile dans notre pays. Il nous dira que nous devons nous regarder dans un miroir
délaisser, n'est-ce pas, ce qui ne nous rend pas beau. Qu'est-ce que vous en attendez particulièrement? Qu'est-ce que vous attendez de ce discours, de cette adresse du chef de l'État? Mais alors, je viens de faire une longue liste des attentes des populations qui comporte aussi, moi, mes attentes, parce que je fais partie de ce peuple. Alors, Arimi Choubadé, le chef de l'État, va s'adresser au Parlement demain sur son discours à la nation. C'est une tradition républicaine. Stella Moussou l'a rappelé. Qu'en attendez-vous? Rien. Comme la plupart des Béninois, je ne sais pas à quel moment, depuis qu'on a commencé cet exercice-là, au lendemain d'un discours, quelque chose a changé dans le quotidien des Béninois. Vous avez parlé de tradition, oui, c'est dans la pratique de la politique. Vous savez, au début, la politique était réservée à l'aristocratie. Donc, le discours, la façon de parler, la galanterie en politique. Hein, c'est pas comme chez nous où le projet politique est d'abord la malfaisance, c'est-à-dire la ruse, la rage. Hein, c'est pas une école normalement. C'est là comment appelle-t-on, le regret qu'on peut avoir de ne pas avoir des écoles de parti qui devraient être en attente de ces gens de discours pour juste après décrypter, améliorer ou, je ne sais pas, comparer à leur propre projet qui est permanent, le laboratoire d'idées permanent. On va y aller progressivement, non? Oui, mais on a déjà commencé par sortir l'argent. On aurait pu mettre en place le processus. Le processus, c'est ce que je répète à dire ici tous les jours. Hein? On n'a pas de problème d'homme. On a un problème d'organisation. C'est pas que les gens ils ne sont pas, je vous ai tout dit, chacun en sa matière a une compétence. On ne peut pas dire que les médecins du Bénin ou les fonctionnaires qui sont dans les partis politiques, etc., sont des analphabètes ou des incompétents. Mais pour les mettre ensemble, c'est tout un problème. Chacun vient en politique pour se réaliser, pas pour régler les problèmes de la cité. Et je vous dis, c'est vrai, ce discours-là aurait pu être utile si nous avions pu installer des laboratoires d'idées qui pourraient capter pour décrypter. Parce qu'un discours politique, tout le monde ne peut pas comprendre un discours politique. Il ne s'agit pas de venir... Mais la politique de la nation, elle est déclinée dans le budget général de l'État. On sait quel pourcentage de nos ressources on a consacré à l'école, à l'éducation en général. On sait ce qu'on a consacré à l'agriculture, on sait ce qu'on a consacré à temps. Et ce n'est pas le discours qui va modifier quoi que ce soit. Les grands équilibres qu'on a au niveau du budget, c'est ça qui va être appliqué. On ne va pas appliquer autre chose que ce qu'on a déjà matérialisé dans les prévisions. Et donc, comme je l'ai dit, on a dit... Et puis, vous savez, c'est pas... la loi n'a jamais dit que j'ai en fin d'année prononcer un discours. Hein. On a dit une fois par an. C'est-à-dire qu'il peut prononcer son discours, c'est demain, je crois, et revenir le 2-3 janvier et prononcer un autre discours. Sauf que s'il le fait, il ne peut plus le faire en l'an 2025. Hein, on a dit une fois par an, le chef d'État vient présenter le discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Et c'est ça la tradition même. Au départ, je me souviens, le président Soglo se disait que c'était inutile, que lui se rende et qu'il a tellement à faire. Je crois qu'il a même raté les 2 premières années de son exercice, mais bon, face au tollé général, il a dû lui-même commencer l'exercice et depuis lors, aucun autre chef d'État n'est passé outre. Et ils ont hésité, mais au dernier jour de l'année, bon, on s'amène quand même pour prononcer le discours. Donc il n'y a pas quelque chose de fondamental. C'est juste une formalité. Oui, c'est une formalité parce que tout ce qui doit être fait pour l'an 2025 est déjà consacré par le budget général de l'État. À moins qu'on nous dise qu'il est venu faire une explication de son budget devant le Parlement. Mais bon, il aurait pu faire, si c'était vraiment ça, c'est avant le vote qu'il aurait pu faire l'explication pour convaincre davantage de gens à adhérer à son projet. Bon, maintenant, comme la majorité elle était déjà acquise, préacquise, si vous voulez. Donc, bon, enfin, on va nous faire... Demain, le chef est là-bas, on va faire la cérémonie, on va dépenser un peu de sous. Bon, pour la République, pour le prestige de la République. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça permet de nous considérer comme une nation qui a des pratiques, des traditions qui sont respectées plus ou moins. Il n'y a rien qui suit après.
C'est ça le drame. Ça va être un discours pour rien, un discours de plus. Et voilà, un discours. Je sais que je ne le suivrai pas. J'aurai le temps de le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de commis qui vont nous faire les petites capsules, les petites phrases, et on va s'en contenter. Tout à fait. D'accord. Le chef de l'État, Adi Salamoussou, va prononcer peut-être, je crois, son avant-dernier discours sur l'état de la nation. Nous sommes pratiquement, si je puis m'exprimer ainsi, à la veille d'une année électorale, année d'élection générale en 2026. Vous souhaiteriez quand même que le chef d'État aborde des questions électorales, tout ce qui fâche. L'un dans l'autre, ce discours est attendu et c'est là tout l'intérêt qu'ont les Béninois sur ce discours, parce que c'est un discours qui va nous fixer, notamment sur le contenu réel, n'est-ce pas, du budget. Et vous savez que nous avons également des menaces au plan sécuritaire. Le chef de l'État profitera pour nous dire les dispositions qui sont prises d'une manière ou d'une autre, ce qui sera utile ou possible de dire, il nous dira pour rassurer les Béninois. Et il dira également ce que nous connaissons déjà, les impacts des réformes que nous avons courageusement engagées et que nous continuons de mettre en place au niveau des secteurs de vie de notre pays. Donc, comme je l'ai dit, sauf à me reprendre ou à me redire, écoutez, c'est un discours très important parce que... Un discours bilan? Pas encore parce que le gouvernement continue de faire bilan focus. Peut-être à mi-parcours. Je ne me retrouve pas dans cette posture, mais bilan de ce que les réformes nous apportent, de quantitatif et de qualitatif. Bilan de ce que les réformes nous apportent comme impact indubitable. Donc, et que nous perceptible, et que nous voyons tous. Bilan, n'est-ce pas, de la facilité de mobilité, bilan du fonctionnement du projet Arche, bilan de la microfinance aux femmes pour assurer leur autonomisation, bilan du développement du plateau technique, bilan au niveau de l'éducation, de l'implication des AME, de leur gestion et de leur impact sur le secteur éducatif, bilan peut-être annoncer des réformes. Le reversement des AME, pourquoi pas. Et maintenant nous dit les perspectives. Je l'ai dit, et nous dire ce à quoi nous devons nous attendre pour la suite. Voyez-vous, parce que la construction d'un État est un processus. La construction d'un pays, je veux dire, est un processus. Cela ne s'opère pas avec un coup de baguette magique. Paris ne s'est pas construit en un jour. Et vous convenez avec moi que, chemin faisant, il y a des pas qu'on fait avec des déchets. Il y a des pas réussis. La perfection n'étant pas de ce monde. Et nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de suivre cette photographie sonore, synthétique. Parce qu'il faut le dire, synthétique, le chef d'État ne pourra pas être exhaustif, n'est-ce pas? Donc, cette photographie sonore, synthétique de notre vivre au sein de la République. Revenir peut-être dans ce studio apprécié. Et voilà. Alors, comme vous dites, Salamoussou, nous avons rencontré des Béninois qui attendent beaucoup de ce discours, contrairement à Rémi Choubadé. On va vous prier de les écouter et puis on revient juste derrière en studio. Attends de ce discours que le chef d'État nous expose toute l'année 2024, comment la nation s'est portée sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan liberté d'expression, sur le plan respect des droits de l'homme. Il faut que le chef d'État puisse nous exposer réellement ce qui a été fait et comment la nation se porte actuellement. On attend que le chef d'État nous dise, par exemple, que les actions seront posées pour que les prisonniers politiques puissent sortir de prison. Ce qui me préoccupe, c'est que le président de la République doit dire au peuple comment faire pour que, dans la continuité, qu'il ne nous laisse pas des éléphants blancs. S'il est décidé, comme
la Constitution l'exige, a quitté le pouvoir, il puisse quand même orienter le peuple, bien sûr avec notre concours, pour que nous ayons un dauphin qui pourra exécuter les programmes d'action du gouvernement. Maintenant, il a mis déjà les femmes de nos villes et campagnes dans des marchés modernes, mais il faut un accompagnement au niveau de ces marchés modernes, même s'il faut aller à la gratuité pour motiver ces femmes, et que ce soit l'État même qui prenne en compte l'entretien de ces marchés modernes, ce serait vraiment idoine. Nous voyons combien Claude Djibé absorbe aujourd'hui. Nous voyons aussi que dans d'autres villes, dans notre campagne, il y a aussi des infrastructures du genre pour que les Béninoises et Béninois soient utilisés pour que chacun puisse gagner son pain. Les réformes fonctionnelles, là, il faut que les chefs de l'État mettent une fois l'accent encore là-dessus pour que chaque Béninoise et Béninois puisse remplir les conditions, mais avec des coûts très allégés. Mes attentes portent sur sa capacité à présenter des perspectives pour l'avenir, surtout à l'approche de la fin de son mandat et des élections de 2026. Ce moment pourrait également influencer le climat politique et les relations entre le gouvernement et les citoyens béninois. Retour en studio, Arémé Choubadé, vous avez suivi cet élément sonore. Réaction? Bon, enfin, je ne veux pas commenter les avis des uns des autres. Chacun a essayé de s'extérioriser, de parler de ce dont... Vous savez, le chef d'État sait très bien qu'il ne faut pas faire un bilan. Hein? Parce que vous savez, le bilan, il y a le bilan humain qui est là. Hein? Le nombre de gens, gens qui ont eu besoin de dialyse, qui n'ont pas eu, qui sont décédés. Je ne sais pas s'il va nous donner le nombre. Hein? Je ne sais pas si il va nous parler du nombre de Béninois tombés sur les balles des forces de l'ordre pour des questions je ne sais pas, élections ou des trucs. Ce genre-là, on a eu 25 morts en 2 ans. Je ne sais pas s'il va en parler dans son bilan, mais je ne sais pas, il ne viendra pas faire un bilan. Hein? Le bilan du nombre de sociétés qu'ils ont fermées, le nombre de chômeurs qu'ils ont réalisés à l'occasion, les casses dans les rues, vous avez suivi, il ne va pas faire ce bilan-là. Hein, le bilan humain, enfin, je ne sais pas pour qui on fait de la politique, c'est pour des Béninois qui ont perdu la vie parce que on veut garder le pouvoir. Hein, on peut faire ce bilan-là, on peut continuer cette déclinaison. Donc, chacun essaye. Vous avez vu, on a parlé de prisonniers politiques, hein, qui sont... je parlais même d'otages politiques. Hein, voilà, et on ne parle là pas de ça, à ce discours-là. Hein, donc ce ne sera pas un bilan. Est-ce que le chef de l'État vous surprenait? Bon, enfin, s'il le fait, ça veut dire qu'il veut régler le problème. S'il le fait, ça veut dire qu'il constate lui-même. Parce que n'oubliez pas que pour les tueries des élections en 2019, on a voté une loi d'amnistie. Son camp a voté une loi d'amnistie pour qu'on ne poursuive jamais, pour qu'on ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé. Mais on sait qu'il y a eu des rapports de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, il y a eu des organisations de défense des droits de l'homme qui ont fait des investigations, qui ont produit des rapports, qui ont parlé des gens qui ont été tués, des gens qui étaient même dans leur lit, hein, dans leur chambre, qui ont reçu des balles, et sans oublier ceux qui ont été abattus froidement, qui ont reçu des tirs à balles réelles. Et on n'a jamais su la réalité en ce qui concerne le bilan militaire, des militaires qui aussi ont reçu des projectiles ou je sais pas si c'est des balles aussi, mais qui sont décédés parce qu'on a vu le chef d'État aller visiter les blessés en 2021 au lendemain des élections à l'hôpital d'instruction des armées. Et donc voilà, ça c'est des réalités que nous n'avons jamais soldées. Ce sont des compatriotes qui sont tombés et on a décidé de fermer et les yeux. Hein? Et ça, c'est notre vivre ensemble qui emporte des coups. Enfin, et ça continue, on continue d'arrêter les gens, de poursuivre d'autres, de persécuter d'autres, y compris même dans le camp, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus extraordinaire, et dans le camp du chef de l'État lui-même. Alors, maintenant, si on me dit que tout ça là, les morts, les Béninois qui meurent, c'est pas grave, il y a eu des routes, il y a eu des... Mais écoutez, il y a un drame qui se joue aujourd'hui dans nos écoles. Les latrines. Hein, on a déjà dépassé l'état de latrine. Vous savez ce qu'on appelle latrine? C'est les trous là avec tout ce que vous savez qui nage dedans et que le petit, avant même d'ouvrir la porte, il a déjà cessé d'avoir le besoin.
Hein? Et c'est un nombre très réduit. Allez, nous sommes là à la radio de la mairie. La mairie a dossier à un collège. Faisons un tour ensemble à la fin de l'émission pour aller voir l'état de l'école du Bénin, où des bâtiments datent de l'époque coloniale. On va moderniser, et même des commissariats. On construit des prisons modernes. Hein? Et l'école, elle est là. Et les enfants n'ont même pas de jeux assainis. Ils jouent dans la poussière. Il n'y a pas de. Il y a très peu d'écoles aujourd'hui qui veulent se prévoir. Il y a quand même des efforts qui se font. Moi, je vous parle de la réhabilitation de l'école. Je vous parle. On a modernisé tout. Enfin, on prétend moderniser tout. On construit des. Vous avez vu les cités pour les ministres, les cités pour Et puis, ce sont leurs enfants qui sont dans les écoles là, qui n'ont pas qui ne peuvent pas aller aux toilettes, qui ne peuvent pas aller à la récréation. Il y a des enfants qui ne sortent jamais de la classe parce qu'on ne peut pas aller autrement. Et même la classe où vous vous réfugiez, voilà, c'est dans un état de délabrement tel, et on se demande quand est-ce que... Et puis bon, les nouvelles écoles ne poussent pas. Par contre, on a vu le chef d'État où le gouvernement se mobilisait pour inaugurer une école privée qui enseigne le programme français pour probablement des citoyens français, enfin, même s'il y aura quelques citoyens béninois disant, mais l'école béninoise elle-même, l'école publique, je ne dirais pas que les privés ils sont plus ou moins épargnés par ce phénomène, mais les écoles aujourd'hui, on se demande si ce sont nous, si ce sont nos enfants hein, qui fréquentent ces lieux insalubres. Vous avez vu les cours de récréation envahis par des zèbres. Hein, ils discutent l'aide de jeu avec les petites bêtes, les serpents et de tous ces gens-là. Bon, enfin, ça, c'est l'état de notre nation. Mais je ne crois pas qu'on va retrouver ça dans un discours. Ce n'est pas que ça, Rémi Choubadé. Mais je dis, c'est ça. Il y a de belles choses qui sont faites. Si vous pensez que le calvaire de nos enfants, c'est pas important, je suis d'accord avec vous. Je vous concède ça. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça, à l'éducation. Parce que quand on dit jeunesse, c'est pas de la magie. Hein. Je vous ai déjà dit que tout est transcrit dans le budget national. Si l'État décide de consacrer 60% de son budget à la jeunesse, on va retrouver, on va ressentir ça automatiquement sur le terrain. Sinon, ce n'est pas par une opération du Saint-Esprit qu'on va développer l'agriculture, qu'on va développer Non, l'effort national est décliné dans le budget du général de l'État. On va écouter Distel Amosso sur sa réaction par rapport à cet élément sonore. Vous avez suivi la Béninois que nous avons rencontré, Distel Amosso. Oui, chacun a gratté là où ça l'a démangé, où ça le démange. Donc, cette pluralité d'attentes, cette diversité d'attentes des Béninois est symptomatique de l'espoir que devrait porter ou que doit porter cette intervention, ce discours du chef de l'État. Vous comprenez que nous sommes dans une société et que chacun a ses problèmes et que c'est l'ensemble des problèmes de chacun qui fondent les préoccupations de l'État, du gouvernement. Le président Patrice Talon, son gouvernement s'attelle, n'est-ce pas, à prioriser et à gérer au cas par cas ces problèmes-là dans une dynamique de gouvernance qui porte ses fruits. Voyez-vous, alors, depuis 1960 à ce jour, aucun chef d'État ne peut, n'est-ce pas, bomber le temps, c'est dit qu'il a fini de régler le problème des Dahoméens et puis des Béninois. Et donc, même à la fin de son mandat, le président Patrice Talon n'aurait pas fini de régler le problème des Béninois, sinon la République fermerait la porte. Et donc, il appartient à la dynamique populaire, il appartient à la dynamique patriotique de continuer à observer l'élan du développement, le même que cela s'appelle mouvance ou opposition, le même pour le développement de notre pays, parce que c'est notre défi commun. Le défi commun, c'est de réaliser plus de routes, d'infrastructures. Le défi commun, c'est de progresser en agriculture, au-delà du coton, de hisser d'autres produits de rente, n'est-ce pas, au plan mondial africain. Le défi commun, c'est de régler petitement, mais avec une certaine réussite, les problèmes de l'éducation de nos écoles.
Le défi commun, c'est de continuer à doter, n'est-ce pas, nos femmes de marchés modernes et des jeunes de terrain de sport pour pouvoir avoir un esprit sain dans un corps sain. Le défi commun, c'est de continuer, n'est-ce pas, à dynamiser, à étoffer, n'est-ce pas, les différents programmes de santé, notamment par rapport au plateau technique et notamment par rapport à la prise en charge de grandes pathologies ou de pathologies qui convoquent beaucoup de moyens. Le défi commun, c'est de continuer à travailler au plan culturel, touristique, social. Le défi commun, c'est de continuer le combat pour l'autonomisation de la femme. Le défi commun, c'est de donner de l'espoir à la jeunesse pour, n'est-ce pas, l'empêcher de voir les autres contrées comme Eldorado. Le défi commun, c'est de créer l'Eldorado ici et maintenant pour tous les Béninois, jeunes, hommes, femmes. Et il y a une catégorie dont on parle souvent pas beaucoup, c'est la catégorie des personnes de troisième âge. Donc c'est un défi commun de commencer par penser à la prise en charge des personnes de cette âge. Catégorie de citoyens béninois qui sont délaissés pour la plupart parce que les enfants sont partis, parce que ils ont peur d'aller au village, de peur d'être traités comme sorciers ou sorcières. Donc c'est un défi commun de leur trouver des centres de loisirs, de les mettre en condition pour projeter leur vie. Merci Dissela Moussou, merci à Rémi Choubadi. Comme je l'ai dit, on va suivre ensemble cette adresse à la nation du chef de l'État ce vendredi. On reviendra sur Radio Cotonou en studio, décrypter ce discours. Deuxième sujet maintenant, le dernier sommet de l'organisation régionale CEDEAO à Abuja le 15 décembre dernier a acté la rupture avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir bientôt. Le ministre béninois des Affaires étrangères était face à la presse pour expliquer la décision prise par les chefs d'État de l'organisation régionale. Suivons ensemble Olusegun Bakari. Les chefs d'État au cours de cette conférence ont pris acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina de quitter la CEDEAO. La conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. Je tiens à dire que l'esprit dans lequel cette conférence de chefs d'État s'est tenue et ce qui est la position du Bénin, c'est un esprit constructif. Le ministre béninois des Affaires étrangères à l'instant, Olusegun Bakari. Rémi Choubadi, le coup paraît rude pour la CEDEAO. Comment appréciez-vous cette décision des chefs d'État de l'institution sous-régionale? Bon, on observe d'un côté l'AES qui a un discours cohérent, unique, clair. Ils sont partis. Et pour eux, ils sont partis depuis janvier 2024. Pour eux, ils sont déjà partis. Bon, c'est la CEDEAO qui ne sait pas où elle en est. On se demande s'il reste quelque chose de cette... C'est comme cela, vous l'apprenez? Je parle de fait. Le fait, c'est que l'AES est parti. Ils ont dit, nous, on part immédiatement dans leur lettre, c'est ce qu'ils ont mis. C'est la CEDEAO qui leur a rappelé que non, vous ne pouvez partir que entre l'annonce et le départ définitif, vous avez 1 an. C'est la CEDEAO qui a rappelé avec des dispositions du traité, etc. Mais cette fois-ci, vous avez vu, le ministre n'a rappelé aucune disposition du traité. C'est du cafouillage. Ils ont dit qu'ils font une transition, ça n'a jamais existé. Ils n'ont jamais parlé de transition de 6 mois. Et le 6 mois commence quand? Les 6 mois commencent quand? Parce que c'est en janvier que ça fera 1 an que les autres ont déposé le tablier. Est-ce que c'est à partir de là que commence la transition ou la transition commence à partir de... Et vous avez constaté que le Bénin n'a pas été représenté au sommet, que c'est le ministre des Affaires étrangères. Alors que dès le départ de cette
crise. Le Bénin avait pris le lead. On voyait le chef d'État béninois côte à côte avec le président Tinubu tout le temps. Bon, maintenant, c'est terminé. Le Bénin n'est même plus médiateur. Au début, on était médiateur. On subit parce que depuis février ou janvier, depuis février qu'on a ouvert les frontières, on a levé les sanctions. C'est le Bénin qui continue de subir les fermetures de frontières avec le Niger. Bon, enfin, et avec la conjoncture de sécurité, la frontière avec le Burkina est presque, je ne dis pas fermée, mais asphyxiée pratiquement. Donc le Bénin subit, mais n'a plus de voix, presque. Et notre ministre des Affaires étrangères est rentré au pays, il n'a même pas pu nous dire la part du Bénin dans le règlement, dans le dénouement. C'est comme s'il a assisté en spectateur, il est rentré nous faire un point où moi je dis, la CEDEAO même, parce que vous avez les autres, et puis j'ai suivi un peu le président de la commission de la CEDEAO qui rappelait les risques pour les États sahéliens de se retirer. Il leur rappelle les risques qu'ils encourent, de ne pas pouvoir circuler librement, de perdre des projets, le rapatriement des instances, etc. etc. Et c'est dans un discours qui vient, comme si c'était une déclaration de guerre. C'est comme si la CEDEAO rentrait en guerre avec l'AES. On a vu la Mauritanie quitter la CEDEAO, mais ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Et la Mauritanie est l'un des meilleurs partenaires de la CEDEAO. Ils sont presque encore membres. Mais pourquoi ça se passe comme ça avec les pays de l'AES? Est-ce que vous ne pensez pas que la CEDEAO a toujours sa main tendue? Mais la CEDEAO n'existe même plus. Tout le monde sait très bien que le Ghana continue de poursuivre son projet de chemin de fer avec le Ghana, avec le Burkina. Mais pareil pour le Nigeria qui veut étendre son chemin de fer jusque dans le Niger. Mais et pourtant on nous dit oui et avant le sommet du 15 décembre à Abuja, l'AES a rendu public un communiqué pour dire rien ne change selon eux. Son espace est ouvert pour les ressortissants de la CEDEAO. Il n'y a pas de mesures particulières contre les ressortissants de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va rendre l'appareil? Je vais revenir à vous, le temps de suivre Distel Amoussou sur son appréciation du discours, des propos du ministre béninois des Affaires étrangères. Écoutez, lorsque la fratrie connaît des fâcheries, lorsque des frères se fâchent et décident de quitter la maison, d'aller s'établir ailleurs, les autres frères ne barricadent pas le portail. On laisse toujours entrouverte une fenêtre de discussion, de pourparlers, d'échanges, parce que nous n'avons pas choisi. Vous pensez que c'est une fenêtre d'opportunité ouverte pour la réconciliation? Une possible réconciliation? Nous n'avons pas choisi d'être africains ensemble. Nous n'avons pas choisi d'être voisins par la géographie. Cela s'est imposé à nous par la nature. Écoutez, la CEDEAO est bien consciente, n'est-ce pas, des termes et des timings, n'est-ce pas, lorsque des membres décident de partir. Et pourtant, l'institution sous-régionale laisse entrouverte une fenêtre de discussion. Vous savez, en matière de diplomatie, tout ce qui se fait ne vient pas s'étaler sur des plateaux de télévision. Il y a la radio. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que les gens poursuivent d'une manière ou d'une autre, de façon diplomatique, les échanges. Maintenant, mon point de vue personnel, rien ne me dérange. Si les amis de l'AES décident et continuent de croire qu'ils peuvent faire chemin ensemble pour défendre l'intérêt de leur communauté, parce que n'oublions pas, la CEDEAO c'est d'abord pour les communautés avant d'être une rencontre de chefs d'État. Et donc si les actuels dirigeants au niveau de l'AES pensent que les intérêts de leur communauté c'est de se retrouver ensemble parce qu'ils ont des choses en commun, ils ont le Sahel, ils ont plein de choses en commun, ils ont un destin uni. Écoutez, on ne peut pas leur refuser ça. Nous avons connu le Conseil de l'entente au cœur de la CEDEAO de l'UEMOA. On ne peut pas le leur refuser, mais pourquoi la CEDEAO peine à acter véritablement le départ? Je vous ai donné l'exemple ici
Ce n'est pas parce que parmi vos enfants, il y en a qui ne se parlent plus, que vous tranchez d'office, vous dites, bon écoutez, ne vous parlez plus à vie. Mais ils ont eu 1 an depuis janvier dernier. Il n'y a pas de délai pour se parler. Il n'y a pas de délai pour se parler. Lorsqu'il y a une fâcherie, lorsqu'il y a une bouderie, chacun sait jusqu'à quel niveau il a mal. Voyez-vous, la démarche, c'est de continuer à se parler pour que, avec le temps, n'est-ce pas, avec les mots, avec les narratifs, les discours, on peut se dire pourquoi pas. Dans ce lot-là, le Bénin continue de parler avec son frère, pays ami et frère du Niger. Et nous progressons. Voyez-vous. Et donc, le Bénin n'a pas dit, écoutez, le Niger a fermé ses frontières, bon ben écoute, on s'en arrête là, il n'a qu'à partir. Non, parce que nous parlons de communauté. Et vous savez qu'en Afrique, nous avons cette faiblesse-là de l'interpénétrabilité. Des Béninois ont dû épouser des Burkinabés, des Nigériennes, des Guinéens ou Maliens. Voyez-vous, au même moment, il y a des Nigériens qui ont épousé des Nigériennes et tout. Nous parlons de communauté. Il y a des enfants de souche béninoise qui sont nés de mères nigériennes, burkinabèses, j'en passe. Nous ne pouvons pas, fort du pouvoir politique, n'est-ce pas, diviser les communautés. Ça ne peut pas se faire. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, je crois, fait beau jeu diplomatique de continuer à laisser le portail ouvert pour les fils. Mais ça tranche avec la position de fermeté qu'on a connue à l'institution. Écoutez, il faut dans la vie, il faut savoir évoluer. Il faut savoir évoluer. Il faut savoir, n'est-ce pas, laisser derrière soi les déchets. Écoutez, tout ne suffit pas de ne pas tomber. L'important, c'est de se relever. D'accord. Merci, Dissel Amoussou. Arim Choubadi, vous parliez de l'espace de l'AES qui est ouvert aux ressortissants de la CEDEAO. Je demandais tantôt si ce sera pareil au niveau de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui doit savoir ce qu'elle est devenue. Bon, c'est vrai que pendant longtemps on a parlé du corridor, que l'AES serait privée de ces débouchés portuaires naturels qui sont les pays de la côte. Mais les pays de la côte ont investi justement à cause des pays de l'AES. Et on a investi dans les ports pour les agrandir, pour pouvoir mieux servir le corridor. Maintenant, si le corridor est en panne, ces ports aussi vont tomber. Et le Niger a prouvé que les pays peuvent toujours trouver des méthodes pour se sortir d'affaires, même si ça coûte plus cher, même si ça crée plus de risques, même si c'est que c'est naturel chez l'homme. Dès qu'il y a des obstacles, on essaye de les contourner. Et ils l'ont prouvé depuis plus d'1 an. La frontière est fermée, le corridor ne marche plus, et pourtant le Niger est toujours en train de poursuivre son chemin, et le Bénin, le port, Broye du Noir, etc. Donc, ils partent. C'est pas la guerre. Je ne sais pas pourquoi les gens de la CEDEAO continuent de faire les rallonges au lieu d'aller directement dans les négociations pour définir la future collaboration entre ce qui reste de la CEDEAO et la nouvelle configuration qu'on observe. Je vais peut-être vous faire écouter le président du Niger, Abdourahmane Tiani, lors de son récent adresse à la nation. Ces chefs d'État sont catégoriques. La CEDEAO laisse la porte ouverte, mais la décision pour ces chefs d'État est irréversible. Nous écoutons Abdourahmane Tiani. Comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité
et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Voilà, Abdourahmane Tiani, c'était lors de son adresse, bien sûr, lors de la célébration de la cession du Niger à la souveraineté nationale et internationale. Dissel Amossou, vous l'avez suivi, ils sont catégoriques. Apparemment, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas encore cerné le contour, ne comprennent pas les mots émis par le père de l'AES. Ce qui est plus important pour moi, oui, l'AES peut quitter l'organisation CEDEAO, mais les chefs d'État de l'AES ne peuvent pas diviser les communautés. Le Niger ne peut pas s'empêcher, n'est-ce pas, culturellement, de se sentir nigérian. C'est pas possible. Le Niger ne peut pas s'empêcher de se sentir béninois culturellement. Je vous l'ai dit, il n'y a que des frontières imaginaires qui séparent nos communautés. Tout ce qui est politique, tout ce qui est administratif, oui. Mais c'est ce faux semblant de la CEDEAO qui paraît bizarre, parce que tout le monde s'attendait à ce que la CEDEAO acte le départ de ces trois pays-là, de l'AES, mais non sans énoncer une période de transition, une fenêtre ouverte. Apparemment, vous êtes dû d'oreille à écouter ce que je vous dis. Ah bon? Je vous ai dit que ce n'est pas parce que deux enfants sont fâchés. Mais les enfants qui sont sortis sont catégoriques, je ne reviens pas. Vous êtes père de famille, vous êtes père... Non, vous allez m'écouter. Allez-y. Vous êtes père de famille, et sur 5-6 enfants que vous avez, 2 sont fâchés avec les 4 autres, 3 autres, et quittent la maison. Est-ce que vous, père de famille, vous actez, vous barricadez le portail pour dire, bon, s'ils sont partis, donc à partir, c'est comme ça que vous allez tenir votre famille? Ça ne se passe pas comme ça. On continue de se parler. On laisse entrouvert des fenêtres de discussion. L'enfant prodige peut revenir à tout moment. Arimi Choubadé, à quelles conditions, dites-moi, à quelles conditions les pays de l'AES peuvent-ils revenir à la CEDEAO? Non, c'est la CEDEAO qui doit se conformer à l'AES. Les pays de la CEDEAO, il faut suivre le discours de l'AES. Ils ont chassé les Français, les Européens de leur territoire. Ce n'est pas les chasser du territoire et aller se regrouper dans une structure financée à 70% par les mêmes personnes les mêmes puissances qu'ils ont envoyées de chez eux. Cela va de soi. Si la CEDEAO veut se réformer, c'est d'abord se débarrasser de ces puissances-là. C'est clair. Il n'y a pas de... Et puis ils ont constaté qu'en les chassant de chez eux, vous avez vu le Mali, pendant 10 ans plus, l'armée malienne n'a pas pu pénétrer Tombouctou, qui est à 1000 km de Bamako, avant qu'on ne parle de Kidal, de Tezawaten et tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont, même s'ils n'ont pas fini avec les poches de résistance, ils ont l'entièreté du contrôle sur leur territoire national. Pareil pour les autres pays. Ça m'a pas fait 2 ans qu'ils les ont chassés. Et en 2 ans, ils ont pu avoir la maîtrise sur leur territoire et ils ont déduit que pour eux, ceux qui mettaient le pays en péril, c'était ces puissances étrangères et qu'ils les ont chassés de leur territoire. Imaginez qu'ils les chassent de leur territoire et se retrouvent dans une CEDEAO financée à 70% par ces mêmes puissances. Et ça ne peut pas coller. Et on sait très bien que ce sont ces puissances qui donnent des directives. En tout cas, c'est ce qu'eux, ils estiment. Donc pour vous, il n'y a pas de condition pour que les pays de l'AES reviennent? C'est l'AES, il ne peut pas se libérer et revenir encore sous le joug des puissances qu'ils ont chassées de chez eux. C'est la CEDEAO qui n'a pas de logique dans son raisonnement, dans sa démarche. Je vous ai dit, les 6 mois qu'ils ont pris, on ne sait même pas d'où ça prend. Si ça prend du 15 décembre ou du 29 janvier, date de retrait, date d'annonce officielle. Ils vont préciser tout ça. Ils ont quelque chose à préciser. On a constaté, c'est comme si depuis 1 an, la CEDEAO n'a tiré aucune leçon de la situation.
Et il y a ce mélange-là, par exemple, entre l'UEMOA et puis la CEDEAO. C'est pas les deux choses semblables, mais quand d'ailleurs, les sommets de la CEDEAO et de l'UEMOA sont presque concomitants, parfois à quelques heures d'intervalle, et on sait très bien que l'UEMOA est entièrement sous l'emprise de la France, et vous n'allez pas retrouver le Niger, enfin, les pays de l'Est, quelque part où la France, ou l'Union européenne, ou même les États-Unis dont ils ont chassé les militaires de leur territoire, sont très impliqués dans cette structure-là. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir chasser les gens de chez eux et venir se retrouver sous leur joug à travers des organisations. Et n'oubliez pas la période des sanctions. Ça a été épouvantable. Hein? Ils ont vécu ça très durement. Et il y a les sanctions ont été levées. Les séquelles. L'eau a collé sur le pont. Les sanctions ont été levées. Non, mais attendez, pour eux, à partir de ces sanctions, ils se sont réorganisés. Ils ne vont pas remettre en cause tout ce qu'ils ont acquis, tous les sacrifices qu'ils ont faits, juste parce que, leurs frères ont demandé de revenir. Ça ne se passe pas comme ça. On leur a manqué de respect et puis on assume aujourd'hui. C'est tout simple. D'accord. Nous avons encore quelques 10 minutes. On va nous intéresser très rapidement aux confédérations syndicales. 3 confédérations syndicales s'invitent dans le débat politique sur la question du code électoral au Bénin pour les élections générales de 2026. Elles alertent sur le risque de confusion et de perturbation si le cadre législatif reste inchangé. Soulignons l'impact négatif sur la paix et la stabilité. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB appellent à un débat inclusif et à un consensus pour garantir des élections transparentes et pacifiques. Alors, des confédérations syndicales qui s'invitent dans le débat politique, disait Lamousso. Écoutez, c'est des Béninois. C'est des Béninois qui ont leur droit de regard sur la gestion de la cité. Et donc, ils ne disent rien de nouveau. Ils sont dans le classique. Ils évitent un débat. Écoutez, tous les jours que... Un débat inclusif. Tous les jours que Dieu fait, le gouvernement s'est montré disponible et très ouvert à tout ce qui s'appelle débat inclusif. La belle preuve, il y a un périple d'un cadre de concertation des forces politiques de l'opposition qui vient de se terminer. Où il dit qu'ils ont même organisé une assemblée générale de reddition de comptes. Et ce cadre de concertation, donc des forces politiques de l'opposition vont rencontrer très certainement à entendre le porte-parole, le chef du gouvernement. Et donc, le gouvernement n'a jamais fermé la porte à la discussion, que vous l'appelez inclusive ou non. Le président Patrice Talon et son gouvernement se sont toujours montrés disponibles, n'est-ce pas, à discuter, à échanger, à regarder par rapport à tout ce qui va continuer d'enraciner la paix dans notre pays. Et donc, si les syndicalistes, les travailleurs, donc ceux qui produisent de la richesse, n'est-ce pas, pour le pays, on ne peut pas les empêcher de dire un mot, de dire leur avis, leur position sur... Ils sont préoccupés par la paix. Alors donc, et je dis, c'est bien, c'est très bien. Je vais peut-être leur demander de reverser leur proposition s'ils en ont au cadre de concertation ou alors de l'opposition ou alors n'est-ce pas, de les porter au niveau du cadre de discussion permanent qu'ils ont avec le gouvernement, n'est-ce pas, pour parler de leur statut, de leur vie de fonctionnaire. Voilà. D'accord. Alors, Rémi, très rapidement, pourquoi maintenant ? Pourquoi il s'est mis dans le débat politique maintenant ? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'ils seront entendus ? Non, ils ne se visent pas dans le... Même moi, le retraité que je suis très préoccupé par cette histoire de code électoral. Vous avez vu ce qui s'est passé ? 2 audiences chez le chef de l'État. Et après ça, on a introduit une révision de la Constitution qui s'est mal passée. On a corsé, et pour sanctionner les opposants, on a corsé le code qui a déjà causé, depuis 2019, plus d'une vingtaine de morts.
Je ne sais pas quoi. Donc vous êtes autant préoccupé. Non, attendez, je ne sais pas à quel niveau on veut que la situation se détende. Nous avons encore 2 minutes. Et la majorité s'est permis de proclamer en plein hémicycle lors du débat, oui, nous avons fait ça parce que c'est la dictature de la majorité. Et vous avez vu, LD s'est rendu chez UPR et puis BR a trouvé porte close. On les a renvoyés pratiquement. On les a pas renvoyés. Ah, écoutez, c'est moi qui prends la parole, c'est mon avis. Vous n'allez pas... voilà, si vous voulez faire le débat en place, je vous laisse le micro. Vous êtes allé beaucoup plus fort. On ne les a pas renvoyés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'il n'y a pas de base légale. On les a écoutés. On appelle ça fin de non-recevoir. Allez, voilà, maintenant c'est ça. Allez-y. C'est un non. Et quand même... Donc, c'est légitime la réaction des travailleurs. Non, mais est-ce qu'ils seront entendus? Est-ce qu'ils seront entendus? Moi-même, je veux participer à ça. Je fais des réflexions. seront entendus? Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, moi je suis pas un acteur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout le monde... Vous êtes un journaliste et vous pouvez voir vous savez, tout ce qui se passe, à cause de ce seront entendus ou pas? À cause de ce code, on a voté une loi d'amnistie pour protéger des tueurs. C'est parce que c'est ça que le code est dangereux, qu'on vote cette loi-là. Il faut qu'on arrête avec le cycle là. Et puis qu'on rende hommage au moins à ceux qui sont décédés. Nous sommes au Bénin, le culte des morts, c'est très connu. D'ici là, bonsoir dit que la fenêtre est ouverte pour les échanges. On garde espoir. On va finir maintenant. On ferme la porte pour ouvrir la fenêtre. On ferme la porte pour ouvrir la fenêtre. Je voudrais qu'on dise très rapidement, ce sera votre mot de la fin, sur le président, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui a été définitivement condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. C'est une première que l'ancien chef d'État écope d'une peine de prison ferme. Dissel Amoussou, ce sera votre mot de la fin. Ah, mon mot de la fin, je vais inviter les auditeurs à observer le déséquilibre qu'il y a dans la distribution de temps de parole sur cette émission. J'ai fait vous avez vu votre temps de parole. Harimou Soubadé en a eu autant. Je ne vous convoque pas. Mais je demande. On va faire la sommation. Parce que l'émission est enregistrée. Vous me laissez parler? Allez-y. Je demande aux auditeurs d'observer ça. Et comme ça, les prochaines fois, ils comprendront ma posture lorsque à réclamer la parole. J'arrache la parole. Parce que je ne suis pas venu ici pour assister, n'est-ce pas, à un débat entre vous. Je suis venu participer à un débat. Mais Arimi dit pareil. Je mets les techniciens, en complicité, je mets les auditeurs. Je t'invite à réécouter cette émission. On va faire la sommation, ce soir à 4h du matin ou sur YouTube et tu comprendras. D'accord. Répondez à ma question maintenant. Vous voulez pas répondre à ma question? Non, j'ai fini. C'était mon mot de fin. Harimou Soubadé? Non, je vais vous inviter parce que ça devient récurrent. À l'entame de chaque émission, vous donnez le minutage de chaque intervenant avant même que l'émission ne commence. On aura un arbitre. Et s'il y avait des reliquats à donner à quelqu'un, on profite pour lui donner ça dans l'émission qui suit. Donc c'est pas la bagarre. Moi je vous ai dit que j'ai fini tous mes combats, que je suis à la retraite. Et donc même si je viens ici... C'est pas la bagarre. Non, je n'ai pas de combat. Je ne suis pas dans une organisation ou dans une structure, il n'y a pas de souci. Je viens ici pour partager mes points de vue avec les auditeurs et avec le plateau. Et donc, je pense que c'est l'esprit dans lequel on devait être sur ce plateau. Mais si on devait créer des frustrés ou des frustrations, venez chaque émission. On va y veiller. Et s'il y a des reliquats et des cas pas compensés, on tient compte de ça. Bien sûr, on va y veiller. Merci à Dissel Amoussou pour sa revendication qui est bien notée. Merci également à Harimou Soubadé. On va y veiller pour les prochaines fois. Patrice Sebedja, Job Tikpe, Brice Bill a été dit. Vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre auguste attention.